à la fois par son parcours et ses écrits. Permettez-moi donc de saluer chaleureusement, en votre nom, la présence parmi nous d'une personne venue du Canada pour partager avec nous son expérience d'écrivaine et de traductrice, Maïté Messeni. Maïté Messeni, bienvenue en Égypte, votre terre natale. Bienvenue à Alexandrie, cette ville cosmopolite qui, à votre image, est un vrai symbole d'interculturalité. Bienvenue enfin à l'Institut français d'Égypte, Alexandrie, ce lieu d'ouverture, de rencontre et de partage. Je commencerai notre rencontre, Madame Thémesseni, et avant d'échanger avec vous autour de votre recueil de nouvelles « Ceci n'est pas un paradis », par un bref aperçu sur votre carrière, dont la richesse et l'intérêt font la fierté de tous les Égyptiens. Madame Thémesseni, vous êtes née au Caire dans les années 65. Vous avez obtenu votre licence S-Lettres à l'université Al-Shams en 1987. Vous êtes titulaire d'une maîtrise S-Lettres en littérature sur Marcel Proust, que vous avez obtenue en 1995, et d'un doctorat en littérature comparée de l'Université de Montréal. Actuellement, vous êtes romancière, traductrice et enseignante de cinéma et d'études arabes à l'Université d'Ottawa au Canada. Entre les années 88 et 98, vous avez été auteure et présentatrice de programmes culturels au service français de Radio Le Caire, assistante au département des lettres françaises de l'Université Mounofeya, maître de conférence à l'Institut du cinéma du Caire. L'année 98 marque un tournant décisif dans votre vie et dans votre carrière, puisque vous avez décidé à cette date de quitter l'Égypte et de vous installer définitivement au Canada grâce à une bourse que vous avez obtenue de l'ACDI, Programme des bourses de la francophonie de Montréal, et une bourse de résidence UNESCO de Pérouse, d'Italie en 2003. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans, nouvelles et chroniques, dont je cite à titre d'exemple Gravure répétée en 1995, Trahison mentale en 1998, Donia Z en 2000, Héliopolis en 2002. Ce n'est pas un paradis en 2010, A Cappella en 2012. Et bien sûr, bien d'autres. Vous avez également traduit toute une panoplie d'œuvres de l'anglais et du français, parmi lesquelles, je cite, en 1994, les cinémas arabes, en 1996, Pratique du montage, 2005, Momo et Loulou de Mona Lativrantas et Lille Desjardins, et en 2007, toujours un livre de Mona Lativrantas, le livre aidé. Vous avez depuis 1991 rédigé de nombreux articles et comptes rendus dans le domaine du cinéma, que nous allons aborder plus tard, et qui ont été publiés dans des revues arabes, françaises et canadiennes. J'espère avoir pu donner comme ça un bref aperçu de votre carrière et votre parcours, et je vais commencer maintenant mes questions. Merci pour cette belle présentation. C'est très bien de... je suis ravie vraiment d'être parmi vous. Je remercie Madame la Consul pour la belle invitation. Je remercie également RED, évidemment, pour la très très bonne organisation dans le détail infime. Ça s'est très très bien passé jusqu'à maintenant. Je suis ravie d'être ici pour la première fois à l'Institut français d'Alexandrie. Donc merci de m'avoir, merci pour votre présence. Merci. Et nous allons commencer d'abord par parler de traduction et écriture. En vous lisant et en préparant bien sûr cette rencontre, j'ai remarqué que votre vie, comme votre œuvre, pourrait être placée sous le signe de la dualité, de l'aller-retour. Aller-retour entre l'Égypte et le Canada, aller-retour entre la langue arabe et la langue française, entre la langue arabe et la langue anglaise, aller-retour entre l'écriture et la traduction, aller-retour entre le passé et le présent. Ma question est la suivante. Comment percevez-vous cette dualité? Et est-ce que ce tiraillement entre deux espaces, deux langues, deux cultures, deux identités, vous a-t-il posé problème dans vos traductions? Au contraire, vous a-t-il permis d'être une sorte de médiatrice? Effectivement, je me considère comme médiatrice dans tout ce que je fais, que ce soit pour l'écriture romanesque, je me définis avant tout comme romancière. J'ai un doctorat en cinéma et j'enseigne à l'Université d'Ottawa depuis 2006, mais je me définis comme romancière avant tout. Et ma deuxième définition serait égyptienne-canadienne, donc je mets égyptienne avant canadienne. Je crois que je serai tout le temps dans cette multiplicité,
pendant toute ma vie, ça a été le cas. Je suis la seule francophone de ma famille après mon père. Mon père a étudié à la Sorbonne dans les années 1948 jusqu'à 1953, donc très très tôt. À l'IDEC d'abord, il a étudié le cinéma à l'IDEC, ensuite à la Sorbonne. Et quand il est rentré en 1953, il a ramené avec lui une immense bibliothèque dont j'ai hérité. Et du coup, je suis devenue, née en 1965, je suis devenue la seule héritière de cette langue dans la famille. Tous les autres membres de ma famille sont arabophones, anglophones, mais ils ne parlent pas le français. Alors, il y a un lien ombilical comme ça entre moi et mon père. Mais figurez-vous, ma mère est aussi une institutrice de langue arabe. Donc à l'âge de 5-6 ans, je suis là devant la télé, on regarde ensemble le bulletin d'information, et ma mère m'apprenait tashkil. Comment faire la fatha, la damma, la kasra, etc. Donc j'ai vraiment hérité de cette dualité, je dirais, à l'âge de 4 ans. Je suis allée à l'école Notre-Dame des Apôtres d'Esmaïlia, à Héliopolis, un autre quartier cosmopolite, un peu comme Alexandrie. Et donc j'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 4 ans, mais j'ai commencé aussi à apprendre la grammaire arabe à cet âge, au même âge. Donc je crois que tout ça, ça a participé au fait que mon appartenance est toujours dans la dualité, comme vous le dites si bien, mais j'irai un peu plus loin même, et je dirais dans la multiplicité. Et je ne sens pas la souffrance. Je ne sens pas la souffrance de quelqu'un qui est entre deux cultures. Je suis en fait entre 3 ou 4 ou 5 ou 6. Il y a le cinéma, il y a la littérature, il y a ma mère et mon père, il y a l'école catholique alors que j'appartiens à une famille musulmane, il y a la langue paternelle qui est le français, la langue maternelle qui est l'arabe. Enfin, j'ai vécu tout le temps à travers des frontières. Et donc pour moi, immigrer au Canada était encore une frontière de plus. Ce n'était pas l'exil dans la grande souffrance, c'était vraiment un choix. Et j'ai fait un choix pour faire mon doctorat d'abord, parce qu'il y avait plus accès aux livres et j'ai appris la méthodologie, j'ai appris la philosophie, j'ai appris les approches théoriques que j'utilise dans mon travail grâce au Canada. Donc je suis vraiment reconnaissante pour le fait que je sois devenue canadienne. Et donc cette dualité m'a formée quelque part. Et je ne la conçois pas comme une dualité problématique. Elle est vraiment tout à fait naturelle et enrichissante. Et du coup, j'encourage tout le temps, parce qu'on peut tomber dans le chauvinisme en Égypte très très facilement, j'encourage énormément les gens qui peuvent se réclamer de cette multiplicité culturelle et identitaire. Je les salue dans mon cœur, je sais que c'est une richesse et qu'il faut la reconnaître sans nécessairement négliger le fait qu'on soit arabophone et autre chose, sans nier son identité originale, on va le dire comme ça. Et donc voilà, c'est un peu ce que je crois être la raison pour laquelle je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est que j'ai été formée dans cette multiplicité. Et du coup, j'enseigne en anglais. Alors, vous voyez, donc même les langues à Ottawa. J'écris en arabe. Je parle en français à la maison parce que bon, ma famille est francophone. Et j'enseigne en anglais. Alors. Multiplicité, pas dualité. Oui, je suis mélangée. Je suis hybride. Portant la double casquette d'écrivain-traducteur, quelle est selon vous, et d'après votre expérience bien sûr, la différence entre être traducteur et être romancier ou écrivain? En d'autres termes, un écrivain-traducteur tend-il à avoir une attitude différente devant le texte à traduire que s'il n'était pas écrivain? Et peut-il se contenter d'être un simple médiateur ou passeur de la pensée d'autrui comme le ferait un traducteur qui n'est pas lui-même écrivain? C'est très complexe de faire vraiment la part des choses quand on pratique les deux. On a les deux expériences. J'ai commencé par faire des traductions de l'anglais vers l'arabe, ensuite du français vers l'arabe, et je n'ai jamais réussi vraiment à faire l'inverse. Je me sens plus proche et plus sûre dans la langue maternelle de moi-même. Donc je n'ai jamais traduit de l'arabe vers le français. Mais par contre, quand je traduis du français ou de l'anglais vers l'arabe, je me sens vraiment confortable dans la langue arabe, aussi bien que je me sens aussi confortable dans l'écriture romanesque en langue arabe. J'ai un seul roman
dont je parle des fois, que j'ai écrit dans la langue française. Alors le roman est là et il attend. J'espère qu'un jour j'aurai le courage de le publier. Mais c'est ça. Donc il y a un choix à faire dans le rapport qu'on a avec la langue est très très important et viscéral. J'ai beaucoup de respect pour la littérature, pour savoir exactement que je serais incapable de traduire vers le français, même si je maîtrise cette langue. Par contre, j'ai écrit mon doctorat en français. Donc la langue on va dire, de recherche, de la théorie, etc., la langue rationnelle. Je généralise évidemment, mais cette langue-là, elle m'est beaucoup plus facile en français ou en anglais. J'ai publié énormément de la recherche en anglais également, donc ça va. Mais une fois que je me mets à écrire un roman, c'est vraiment rare. Et je peux m'étendre là-dessus pendant des heures et des heures sur la complexité de cette langue qui m'anime, qui est la langue arabe, le rapport avec la poésie, etc. Mais bon, enfin, peut-être qu'un jour je publierai en français, je ne sais pas. Mais la traduction, elle a sûrement eu un impact sur mon écriture. La lecture de Marcel Proust, de grands écrivains comme, je ne sais pas, Flaubert, Verlaine, ces grands écrivains français ont évidemment un impact énorme et une influence réelle dans mon œuvre. Dans quelques jours, je vais parler d'une auteure contemporaine, Mélisse de Kerangal, à l'Institut français au Caire. Et donc je continue de vouloir traduire des auteurs comme Mélisse de Kerangal, par exemple. Donc, j'ai traduit Mona Latif Gattas, qui est la traductrice de Ceci n'est pas un paradis. Donc on a un rapport aussi très intéressant par rapport à la langue. Et bien, on va parler de femmes maintenant. Les écrivaines femmes ont utilisé l'écriture comme moyen d'expression afin de s'affiner, de se réaliser, d'échapper à leurs conditions sociales qui les reléguaient au statut de mère et d'épouse uniquement. Selon vous, l'écriture féminine est-elle une écriture spécifique? Et pourquoi la femme transmuée en héroïne occupe une place de choix dans vos romans, surtout dans Héliopolis, A Cappella, Ceci n'est pas un paradis? C'est un peu problématique. Je suis ravie d'être accompagnée ce soir par une amie de longue date qui est professeure à l'Université du Caire, Shirin Abou-Naga, et qui est une théoricienne très très importante dans le département d'anglais, mais en général elle écrit aussi, elle publie en arabe, féministe, n'est-ce pas? Alors moi, je ne me réclame pas du féminisme nécessairement, même si mes personnages sont des femmes. Je ne me réclame d'aucune idéologie à part la gauche, et la gauche c'est un mot très très large, je suis de gauche, très bien, mais à part ça, il n'y a pas une idéologie particulière dont je me réclame dans l'écriture, mais je crois que j'appartiens à une classe quand même assez privilégiée, de pouvoir passer d'une langue à l'autre, de pouvoir voyager, de pouvoir écrire et publier. Je commençais à publier dans les années 90 où il y avait une telle ouverture pour les femmes écrivains en Égypte que je ne me sens pas opprimée de quelque forme que ce soit par rapport à la publication, par exemple. Les portes étaient ouvertes, on va dire ça comme ça. Je n'ai pas souffert pour faire publier mes livres. Mais je suis très très consciente de la souffrance de toutes les femmes à tous les niveaux, dans notre pays et ailleurs dans le monde. Au Canada, on lutte encore pour l'égalité salariale, par exemple, entre hommes et femmes. Or, partout dans le monde, il y a des problèmes qui touchent la condition féminine, qui sont très présents. Et qui sont présents dans mes romans, mais de façon beaucoup plus subtile. Parce que dans Héliopolis, par exemple, je parle de quatre femmes de différentes générations dans les années 70 et les transformations qui ont eu lieu dans la société égyptienne à cette époque-là, le passage du nasserisme vers l'ère de Sadat. Et ces quatre femmes, dans leur rapport intime, elles peuvent aussi, il y a la cruauté des femmes contre les femmes aussi, c'est quelque chose qui est très présent dans ce roman, mais il y a aussi tout l'héritage culturel que ces quatre femmes essaient de préserver à travers leur vie quotidienne. Et c'est ce type d'histoire qui m'intéresse beaucoup plus que les grandes histoires
grandes figures féminines qui ont accompli ceci ou cela. Je ne dis pas que j'ai beaucoup de respect pour chacune de ces femmes, écrivaines ou militantes, qui ont contribué à améliorer la condition des femmes en Égypte, mais en même temps, je suis consciente aussi de la nécessité de voir les petites histoires, de voir la vie intime des femmes et d'essayer de démontrer des moyens de libération à travers l'intimisme. Évidemment, en Égypte, à un moment donné, c'était difficile de dire que voilà, c'est le type d'écriture que j'aimerais présenter et je continue à le faire. Mais ça demande beaucoup de courage parce qu'on s'attend de la part des femmes écrivaines qu'elles parlent de l'oppression des femmes, de la condition des femmes dans les quartiers populaires, dans les femmes battues, des femmes violées, des femmes, etc. Mais si ce n'est pas mon expérience et si j'aimerais parler d'autre chose, je devrais avoir la liberté de le faire. Je crois que j'ai pris entre mes mains cette liberté-là et j'ai imposé quelque part un style d'écriture qui n'est pas nécessairement ce auquel on s'attend. On s'attend tout le temps à un certain type de militantisme de la part de l'écrivain, alors que je ne milite pas nécessairement de la façon... Et même comme Donia Z aussi... Oui, alors... De tout petits détails, des sentiments vraiment que... C'est ça. Qui vient de perdre son enfant, donc c'est très difficile. Voilà. Héliopolis, par exemple, parce que j'ai mentionné Héliopolis tout à l'heure, c'est un roman qui est construit à partir des objets. Alors les femmes, comment elles préservent les objets, la salle à dîner par exemple, le balcon, les lits, il y a tout un chapitre sur les lits, n'est-ce pas? Ça semble trivial de prime abord, mais je crois que c'est une contribution très importante. Il y a 20 ans maintenant que j'ai publié Héliopolis, et jusqu'aujourd'hui, quand on fait de la recherche sur mon œuvre, c'est un peu ça ce qu'on souligne, c'est le fait qu'il y a une recherche réelle sur le rapport entre l'être humain et son entourage. La géographie, les quartiers, les dames d'Héliopolis, les objets que ces dames... il y a tout un chapitre sur les tissus, par exemple. Alors ce sont des thématiques qui ne sont pas nécessairement les plus attirants, les plus sexy, on va dire, mais c'est le type d'écriture que je défends, et voilà. Donc quand j'ai lu Héliopolis, je me suis attardée aux détails vraiment parce que j'ai senti que c'est une sorte de conservation du patrimoine, ce livre, où vous relatez des petits détails concernant même les fêtes, Ashura et tout ça, et même vous... la vie de quartier. Oui, tout à fait, vous maintenez et vous translittérez les mots et vous maintenez l'arabe. Donc c'est très intéressant comme petit détail, comme approche. Bien. Je vais parler maintenant de Vantas avant de vous poser quelques questions. Toutes les deux, vous êtes écrivaines égyptiennes, solidement insérées dans la société canadienne, tout en restant attachées à conserver étroitement le lien avec votre terre, culture d'origine. Vous avez un parcours similaire aussi, des intérêts communs, des goûts artistiques voisins. J'entends par cela un goût prononcé des arts, une sensibilité esthétique qui se traduit par des activités professionnelles, un amour sans faille pour la patrie, une même préoccupation vis-à-vis des conditions sociopolitiques dans votre pays natal, un altruisme dynamique, puisque toutes les deux aussi vous œuvrez pour le bien d'autrui par un nombre d'initiatives que vous avez lancées et parrainées, chacune de son côté bien sûr. Et je termine en disant une même ouverture sur le monde en vue de développer une appartenance universelle. De tout ce qui précède me conduit à la question suivante. Quand et comment votre relation avec Mona Latif Vantas a-t-elle commencé? Et est-ce qu'il y a une démarche propre à vous deux lorsque Mona commence à vous traduire? Oui, effectivement, c'est une... oui, absolument. On travaille, on rigole énormément toutes les deux quand on travaille ensemble sur un texte parce qu'il y a des affinités qui sont tout de suite très visibles à chacune de nous deux. Mais Mona, je l'ai connue quand je suis partie au Canada. J'ai assisté à quelques récitals poétiques de Mona Latif Vantas quand elle l'ont présentée au Caire. Mais avant de la connaître réellement, je l'ai connue donc au Canada et un jour, Donia Z était déjà publié en arabe.
Et je crois que c'était Ahram Hebdo qui voulait proposer une traduction d'un extrait de Don Yazad. Et j'étais chez Mona, et genre à 6h du matin, on avait une insomnie toutes les deux, et je me réveille, elle est dans le salon, et elle était en train d'essayer de déchiffrer la première page de Don Yazad. Ça faisait pour elle, je crois, 20 ans qu'elle n'avait pas lu un texte en arabe. Elle a toujours publié et écrit en français. Puis l'arabe, pour elle, elle croyait que c'était une langue complètement oubliée, comme si elle avait perdu quelque part cette langue. Et du coup, elle a commencé, elle a dit, mais tiens, j'arrive à comprendre ce que May écrit. Et on discute comme ça à 6h du matin, 7h du matin, de cette première page. Et elle me dit, tu sais quoi, je vais le traduire, ce roman. Et elle se met à le faire vraiment de façon très méthodique. Et après, on a fait peut-être une dizaine de versions de Don Yazad. Elle me proposait des versions, je corrigeais, c'est ça. Très belle traduction. Après, Don Yazad a été choisi pour un programme européen pour être traduit au même moment dans 6 langues européennes différentes. Et j'ai tenu à ce que la traduction de Mona soit publiée chez Actes Sud. Et tous les autres traducteurs, en fait, présents, on a fait comme une sorte d'atelier en Espagne, et tous les autres traducteurs dans les autres langues européennes étaient présents et se basaient dans leur traduction sur la version française, plutôt que la version arabe, tellement elle était vraiment proche et assez fidèle au texte arabe, et avec toute la poésie, elle maîtrise cette langue poétique et cette sensibilité-là. Je suis vraiment ravie d'avoir eu cette chance avec Mona. Après, on a beaucoup rigolé en travaillant sur Héliopolis, parce qu'on a vu tout de suite, malgré la différence de génération, qu'on a plein de ressemblances, toutes les deux. On vient plus ou moins du même background. et après dans Ceci n'est pas un paradis, on a fait un choix ensemble. Donc, le livre en arabe, je l'ai avec moi, d'Elgan Nassour. On a fait un choix, la traduction n'est pas nécessairement intégrale. On a fait un choix de chapitres, et on a travaillé énormément aussi sur la traduction ensemble. Et du coup, j'ai fait l'inverse. Donc, j'ai proposé à Mona de traduire un de ses recueils de poésie vers l'arabe. J'étais ravie de l'avoir fait, parce que ça nous a aidé à se comprendre et à travailler ensemble encore une fois sur un de ses textes. Ensuite, Momo et Loulou, c'était des souvenirs d'enfance. Et du coup, j'ai compris, même si elle, son enfance, c'était dans les années 50, moi, mon enfance, c'était dans les années 70, on a 20 ans de différence, mais quand même, il y avait des recoupements très, très intéressants, et on a pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Et le style en a profité aussi, c'est-à-dire qu'on comprend le style, la spécificité du style. Toutes les deux, on se lit, on se comprend, et c'est vraiment une synergie très, très intéressante. Merci beaucoup. Nous allons parler maintenant un peu de cinéma. Vous entretenez avec le cinéma des liens de parenté très étroits, puisque d'abord, vous êtes la fille du réalisateur Abdelkader Tlemcen et la nièce du réalisateur Kamel Tlemcen. Vos liens avec le cinéma se resserrent encore plus lorsque vous enseignez le cinéma à l'Institut du cinéma au Caire, entre 1992 et 1995. Et plus tard, vous devenez chargé de cours en études cinématographiques à l'Université de Montréal. Vous avez traduit un ouvrage sur le cinéma dont le titre est Les cinémas arabes en 1994, et vous avez contribué à la réalisation de 2 vidéos. La première, un documentaire intitulé Alexandrie jour et nuit, de 35 minutes, qui était projeté à l'inauguration du festival Les Alexandries du Monde. Et la seconde, Double 5, une vidéo de 4 minutes dans le cadre des ateliers vidéo et cinéma de l'Université de Montréal. Et dans une interview sur la chaîne MBC, vous avez avoué que, je vous cite et je vous traduis, « J'appartiens à une génération pour qui le cinéma était une composante essentielle de la technique d'écriture. On écrit de la littérature avec un esprit cinématographique, comme si on regardait un film, avec les différents découpages cinématographiques, le montage, etc. » Fin de citation. Cette réciprocité entre cinéma et littérature se laisse voir dans vos romans. Comment? C'est des questions, je ne sais pas comment vous avez fait cette recherche en si peu de temps. Vous avez sorti des choses que j'avais oubliées. Mais c'est formidable, je vous remercie vraiment, Rim, pour ce travail.
c'est toute une génération. Je crois que je l'ai dit dans ma recherche aussi, quand j'ai écrit un peu sur ce qu'on appelle la génération des écrivains des années 90, même si on ne se réclame pas tous de cette appellation-là, Gil Tessaniyet en arabe, mais finalement, j'ai écrit un texte académique sur les affinités entre les membres de cette génération d'écrivains, poètes et romanciers. Et une des caractéristiques majeures de l'écriture de cette période-là, qui a commencé donc dans les années 90 et qui continue jusqu'aujourd'hui à travers l'œuvre de mon œuvre, celle de Montasser El-Afesh, Mustafa Zekri, Miral El-Tahawi, ce sont des noms bien établis maintenant dans la littérature en Égypte. Une des caractéristiques, c'est cet élément cinématographique. L'usage de la tentative de visualiser le texte littéraire. Et même, je dirais, des fois, je travaille sur les odeurs aussi, je travaille sur la sensualité, et j'essaie d'évoquer ces éléments-là dans l'écriture. Parce qu'une des références majeures de notre génération, c'est le cinéma. Et je donnais l'exemple d'un autre grand écrivain, Edouard Kharrat, qui disait dans ses mémoires que dans les années 30-40, le seul moyen pour lui d'avoir accès au monde, c'était à travers la littérature, le texte écrit. Ce n'est pas le cas dans notre génération, et je crois que les générations plus tard, les générations Internet et social media, c'est une génération qui va avoir accès à un autre type d'écriture aussi, grâce à ces médias, les nouveaux médias. Alors moi, dans l'écriture cinématographique, je me considère comme, encore une fois, en train de traverser des frontières disciplinaires entre la littérature et le cinéma. J'évoque énormément l'opéra dans ce que j'écris, la musique classique. Ça semble des fois un peu... je crois que certains lecteurs peuvent trouver ça arrogant. Pourquoi je ne mentionne pas Saïd Darwish et je mentionne Puccini en tant que vraie arabe ou vraie égyptienne, alors que je veux dire, écoutez, on a toujours été, en tant qu'Arabes et Égyptiens depuis le Moyen-Âge, très ouverts au monde. Je ne comprends pas notre fermeture actuelle, en fait. On était tout ceci, on était un amalgame de culture et de civilisation. Je ne vois pas pourquoi il y aura une fermeture tout d'un coup aujourd'hui. Alors je me réclame de ces sources, l'opéra, la musique, la peinture, la photographie, et j'ai plein de références de la sorte dans ce que j'écris. Mais dans la technique elle-même, c'est vraiment la phrase courte qui m'interpelle énormément, et c'est le visuel, l'élément visuel. Comment rendre visible une scène à un lecteur. Vous allez voir que Don Yazad, par exemple, est un tout petit roman. Hein. Ça, oui, mais c'est un roman très visuel. Hein. Ça raconte l'histoire d'une mère qui vient de perdre sa fille le jour de sa naissance. C'est une autobiographie, une autofiction. Et donc ça m'est arrivé à moi, cette grosse perte. Et c'était très important pour moi de rendre compte dans le détail de ce moment très précis de la vie de ce personnage, ce moment de perte, mais de faire sentir la perte à travers comment est-ce qu'on dit ça? The visibility. Oui. Moi j'ai senti que je voyais devant moi un film. C'est ça. C'est comme si je regardais un film. Avec des flashbacks, avec des sauts, des ellipses, enfin, tous ces éléments cinématographiques sont présents dans l'œuvre. Je suis consciente que c'est une technique difficile, mais en même temps, puisque j'ai un doctorat en cinéma, je triche un petit peu. Je sais comment utiliser cette technique-là. Et dans Héliopolis, c'est pareil. Dans Capella, c'est la même chose. C'est vraiment une signature, je crois, dans mon style, qui m'est très cher aussi, très important, aussi pour traverser ces frontières entre littérature et cinéma, encore une fois. Ceci n'est pas un paradis. Se situe aux frontières du récit de voyage, de la nouvelle, de la chronique intimiste. Ce livre est un livre qu'on pourrait placer sous le signe du nomadisme, comme vous êtes vous-même qualifié de nomade dans une interview récente que je viens de voir. Ainsi, on est tout le temps en déplacement dans ce récit de voyage. L'espace prime. D'ailleurs, les titres des différents récits le révèlent. Je cite entre autres, bien sûr, aéroport au pluriel, le retour, le mouvement, l'immigration,
route, toujours au pluriel, comme les oiseaux, et nomadisme qui clôt votre recueil. Nous allons écouter d'abord une lecture par Maloisine, maître assistante à la faculté des lettres. Assistante, département de langue et littérature française, et un extrait, c'est-à-dire de votre recueil, et ensuite nous pourrons discuter de votre roman. Le retour. 3 ans. 3 ans sans revenir en Égypte autrement que pour une petite semaine. Je me souviens de mon dernier long séjour en 2005 et mon appréhension grandit à l'approche du voyage. À la nostalgie se mêle la peur. Avant mon départ, je reçois la visite d'un ami rentré récemment d'Égypte. Comme tous les émigrés, je suis à l'affût des nouvelles. Je donne libre cours à l'imagination pour combler le vide que laissent ces mots obscurs et ces perceptions personnelles, où abondent la crainte et la méfiance. Le pays est en ruine, dit mon ami. Le pays s'effondre et les gens assistent impuissants à son anéantissement. Je ressens comme un saignement entre la gorge et l'estomac. Je dis que notre patrie est millénaire, qu'elle a traversé tant de marasmes, qu'elle peut dégringoler pour la 1000e fois, mais qu'elle ne peut mourir. Je dis cela craintivement à voix basse. Et je ris en moi-même d'utiliser pompeusement l'expression « notre patrie » et l'intonation triste qui m'échappe. Je suis farouchement optimiste. Et ma réponse sentimentale semble, à l'oreille de mon ami, sans assise logique. Peut-être que ma foi têtue en la répétition de l'histoire conditionne mon refus de la thèse d'une ruine totale. Et puis, l'état des ruines, qu'affirme mon ami en généralisant, se doit être contrecarré par un optimisme que j'affiche éperdument, tout en me défendant contre sa naïveté. L'optimisme est une barrière noble que je dresse contre tout ce qui est immuable et absolu et qui ne se plie pas à la logique d'Aristote. C'est ma réaction typique chaque fois que je suis encerclée par le désespoir. Précisément celui des autres. Je grossis mon optimisme et à l'abri des mélodrames collectifs dont l'expression massive me fait horreur. Je laisse les doutes et les hallucinations me dévorer dans la solitude. Quand et comment ai-je développé le stratagème d'afficher l'image positive et d'emmagasiner la douleur? Je sais que l'élégance m'a toujours passionnée. L'élégance de l'âme qui s'élève et transcende. Celle de Nietzsche, proche de l'esprit flâneur des philosophes péripathétiques et de la sagesse des bédouins nomades. L'élégance est une protection qui empêche la ruine de s'immiscer à l'intérieur de l'être. Elle m'empêche de me lamenter au sens propre du terme, et ce, en dépit de la beauté de certains rituels populaires reliés aux pleurs. Deleuze fut un grand optimiste jusque dans son suicide. Les philosophes qui se suicident ne décident pas de le faire de façon misérable. Ils considèrent cet acte comme une stratégie de l'optimisme, une manière de transcender la satisfaction naïve. Deleuze croyait en lui en tant qu'humain et en l'autre qu'il ne connaissait pas et dont il continua de rêver. L'humain de Nietzsche, Dionysos, l'optimisme est l'antithèse de la ruine, de la destruction même s'il ne mène pas vers le bonheur. C'est un rapport élégant à la vie, même s'il mène à la mort ou au suicide. Pour appuyer ma pensée, je dis à mon ami que la ruine ne signifie pas la mort, qu'elle ne peut pas englober un peuple tout entier, mais une tranche, des tranches de monde, et qu'elle peut être combattue.
Je n'éprouve pas le besoin de le convaincre de changer d'avis sur l'état de la patrie, ni de m'assurer qu'il retournera quand même en Égypte un jour. Aucun de nous ne renoncera à y retourner, ni ne cessera d'aimer le lieu et ceux qui l'habitent. De plus, aucun de nous ne s'occupe le moindrement de politique. Aussi le mot patrie m'est apparu à la fois émouvant et vide de sens. Un mot venu d'un temps révolu. Mon ami considère qu'être conscient du cours des événements est une nécessité et que cette nécessité mène forcément au pessimisme. Pour moi, l'ancrage dans le réel est une étape de la connaissance et non une finalité. Disons par exemple que la dislocation sociale qui sévit en Égypte est causée par les énormes écarts entre les couches de la société et l'usurpation du pouvoir par l'une d'elles, celle des profiteurs, au détriment des autres. Cela, nous le comprenons tous. Mais encore, mon ami cesse alors d'étaler la situation hypothéquée. Sa nature mélodramatique le mène vers des zones sombres de désespoir, ce que je respecte aussi à cause de la pureté et de l'humanité qui l'accompagne. Mais je peux le suivre sur ce chemin, même si je me force à le faire avec conscience et objectivité. Connaître la réalité est une étape de la prise de conscience. Ce n'est pas l'étape ultime. Elle ne doit pas mener vers la perte de l'autre conscience, personnelle et historique, celle de l'humain par rapport à ses possibilités d'agir en tant qu'humain, même s'il se trouve reclus dans sa solitude et pris dans l'improbable mouvement de l'histoire. Le sociologue français Edgar Morin croyait en l'improbable du mouvement de l'histoire. Il disait que, si dans les années 1930, on avait demandé aux gens s'ils s'attendaient à la chute du nazisme et du fascisme, ils auraient répondu par une négation ferme. Ce qui s'est passé fut donc précisément inattendu, improbable. Une fin inattendue à un cauchemar idéologique terrorisant qui a menacé l'Europe pendant plus de 10 ans. Comme de nos jours, le monde est menacé par le cauchemar du système américain, ses mercenaires et ses alliés. Il n'y a donc pas de stabilité, pas de ruine permanente, ni d'évolution humaine en pente toujours ascendante. Je dis à mon ami que je vais passer 2 mois au Caire. Il pense que je ne supporterai pas la situation actuelle et que je reviendrai très vite au Canada. Je souris et me tais. Ni enfer ni paradis, un mélange des deux, telle est la vie de l'émigré. J'observe la vie de l'intérieur de mon être, le point le plus reclus, le plus aussi à partir des yeux de mes amis. Et c'est comme si ce lointain devenait proche, comme une âme sœur à la fois ici et là-bas. Ceci peut-il être valable pour toutes les vies? Je n'aime pas généraliser. Rares sont ceux qui sentent que le lointain est effectivement proche et nous habite, où que l'on soit, que le proche et le lointain sont 2 états reliés, qui s'appliquent aussi bien aux gens qu'aux pays. Ici et là-bas, se réunissent dans mon être d'une façon qui refuse le doute. Je sais pertinemment que cette situation est réelle et l'embrasse dans sa totalité abstraite. Comme je sais que le retour est à la fois une joie et un chagrin. Une joie qui déborde sur ceux qui m'entourent et un chagrin qui ne concerne que moi. La peur, quant à elle, m'accompagne comme une ombre familière qui ne me défend pas le retour, ne me protège pas non plus de l'hémorragie des nostalgies. Extrait de « Ceci n'est pas un paradis » par Mike Temnisano. Merci. Merci pour ce choix, c'est très dense. J'espère que ceux qui ont l'écouteur l'ont entendu en arabe aussi. D'abord, j'aimerais vous poser une question à propos du titre. Ceci n'est pas un paradis diffère du titre arabe El Ganna Souk. J'aimerais que vous m'expliquiez d'abord ce que vous entendez par paradis
Et comment pourrait s'expliquer cette différence dans la traduction du titre, l'affirmation dans le titre arabe et la négation dans le titre français? L'Elgan Nassour, c'est une ligne qui vient d'un quatrain de Salah Jahin, qui est très connu. Ya Rab, law mut ma twadinish el-Ganna l'Elgan Nassour. Alors, ça dit tout de suite que j'utilise le mot paradis dans un sens parfaitement laïque, terrestre, dans l'immanence plutôt que dans la transcendance. Et donc, le paradis sur terre, le paradis que nous imaginons être sur terre, n'existe nulle part et n'existera peut-être pas après la mort. Je tiens à ma façon de voir les choses que je définis comme une façon de gauche. Alors je ne crois pas à l'au-delà, etc. Mais en tout cas, le paradis ici a un sens très très terre à terre et pas un sens religieux. Mais alors le choix du titre vient aussi de cette référence qui m'est très importante. Dans la version arabe, c'était de rendre hommage à Salah Jahin. Dans la version française, c'était pour rendre hommage à Magritte. Vous connaissez ce grand tableau de Magritte, Ceci n'est pas une pipe. Et donc c'est un grand tableau avec une pipe gigantesque et Magritte tient à dire que ceci n'est pas une pipe, n'est-ce pas? Alors, on est dans la littérature, donc on est dans une dimension parallèle à la réalité. Puisqu'on est dans la littérature, et les Yaoumeyed ou les chroniques, c'est de la littérature pour moi, je me suis dit, il ne faut pas prendre ça comme une vérité absolue. C'est ma vérité à moi, en tant que Maït El-Messeni, immigrante au Canada, qui habite en Égypte une partie de l'année, qui rentre au Canada et qui ne se retrouve nulle part dans un paradis. Il n'y a pas le là-bas et l'ici, c'est toujours une sorte de dialectique très importante. Et donc c'est un passage de frontières tout le temps. Quand je suis ici, je pense au Canada. Quand je suis au Canada, je pense à l'Égypte. Et l'Égypte me habite un peu plus, on va le dire, beaucoup plus comme ça, de façon basique. Mais pour moi, donc, c'était ce va-et-vient entre les deux pays qui est l'objet de ce livre. C'était aussi une occasion pour réfléchir sur ce que c'est que le paradis. Est-ce que l'immigrant cherche un paradis ailleurs? Et est-ce qu'il retrouve ce paradis quand il rentre? Donc c'est un peu ça le questionnement principal. Mais alors, de façon philosophique aussi, c'était une réflexion sur le mouvement. Et je tiens à mentionner Deleuze dans ce cas-ci, le citer en fait, parce que Deleuze c'est un des grands philosophes que j'admire et que j'utilise dans ma recherche. Et il avait écrit dans les dialogues un texte que je trouve admirable et qui m'a beaucoup inspiré. Je vais lire un tout petit paragraphe, comme ça vous allez l'entendre en français, et puis je vais vous lire la traduction arabe. Comme ça, Ahmed, tu n'as pas besoin de traduire. Alors Deleuze dit ceci, c'est une citation. Les mouvements au niveau des sports et des coutumes changent. Okay, c'est une réflexion sur mouvement. On a vécu longtemps pour une conception énergétique du mouvement. Courir, lancer le poids, etc. C'est effort, résistance avec un point d'origine, un levier. Donc je souligne point d'origine. On va dire, mon point d'origine serait l'Égypte. Mais le type de mouvement dont je me réclame est ailleurs, c'est ceci. Or, aujourd'hui, on voit que le mouvement se définit de moins en moins à partir de l'insertion d'un point de levier, d'un point d'origine. Ce n'est plus ce genre de mouvement dont on parle. Tous les mouvements sport, surf, planche à voile, deltaplane, sont du type insertion sur une onde préexistante. Alors moi, je souligne point d'origine versus onde préexistante. Et je crois que j'ai toujours, quand j'ai lu ça, j'ai eu les larmes aux yeux, parce que c'est comme une révélation. C'est comme tout d'un coup, je sais d'où je viens et où je m'en vais et pourquoi je suis comme ça. Donc, je vais vous le lire en arabe, parce que j'ai tenté la traduction vers l'arabe moi-même, mais permettez-moi de le trouver. Haraka baraka, c'est ce qu'on dit en arabe, n'est-ce pas? Donc je trouve c'est un peu mon optimisme qui parle. Je vais essayer de le trouver assez vite. C'est
tout début du texte, en fait. Alors. كثير من الناس non, ok. Parce que j'ai traduit plusieurs citations de Deleuze, mais je tiens à vous lire quand même cette citation en particulier, en arabe. Oh là là. Non, j'arrive pas à trouver, je suis désolée. Oui. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous l'avez entendu. J'espère que... Ahmad, au début, j'ai dit le traducteur ne va pas traduire parce que j'ai le texte en arabe, je ne l'ai pas. En tout cas, vous comprenez, je ne veux pas couper le flot de Deleuze, c'est le fait que finalement, il y a un écrivain, comme un grand philosophe comme Deleuze, qui dit exactement ce que moi je ressens et ma réalité, ma vie, comment ça s'est défini à travers l'insertion sur une onde plutôt qu'à travers la recherche d'une origine. Et je vous dis tout de suite que Telmesseni, c'est aussi une origine algérienne, n'est-ce pas? C'est de Tlemcen que je viens, mes arrière-grands-parents viennent de Tlemcen. Donc déjà, il y avait une traversée de frontières il y a, je ne sais pas, 150 ans. Dans le chapitre intitulé Immigration, je vous cite, je cite la traduction, 3 ans ont passé depuis que j'ai été engagée à l'Université d'Ottawa, dans un climat propice à l'enseignement et à la recherche, au sein d'une société qui respecte la divergence d'opinion et dans le cadre de lois qui protègent la liberté de pensée et d'expression. Est-ce les raisons qui vous ont poussé à immigrer? Absolument, c'est les seules raisons. C'est le mot liberté qui est au cœur de tout ceci. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes libertés en Égypte, malheureusement, liberté de croyance, d'expression, etc. Et donc je cherchais cette liberté. Et évidemment, je l'ai trouvée jusqu'à un certain point, parce qu'il y a toujours un plafond. Alors je vous donne un exemple tout de suite. Au Canada, il y a des libertés aussi bafouées, les libertés du multilinguisme, par exemple. On est un pays d'immigration, mais le multilinguisme n'est pas reconnu officiellement. Donc il y a des éléments comme ça pour lesquels je continue de lutter, quel que soit le pays. Je lutte pour des idées qui me sont chères. Et donc, le paradis est nulle part, on est d'accord. Et donc, je continue à me réclamer de cette liberté-là, peu importe où je suis. Je suis en Égypte, il y a des libertés qui sont bafouées tous les jours. Au Canada, il y en a aussi. Dans le même chapitre toujours, je cite « Mais mon ami hésite à partir. Il attend un miracle du ciel qui l'aiderait à quitter le pays dans les 6 mois à venir, ou alors il aura perdu sa chance. » Dans une autre partie, « Avant la fin de l'année, j'ai reçu de cet ami une lettre désespérée. Que faire ? Pour le remonter, je lui ai répondu par une lettre où je relatais ma propre expérience dans les universités égyptiennes et celle que j'ai vécue dans les universités canadiennes. J'ai tué ma nostalgie chronique de l'Égypte et mon rêve continue d'y retourner un jour. Je ne lui ai pas dit que les migrants étaient accrochés à 2 cordes. L'une appelée patrie, que nous imaginons salvatrice, alors que c'est une corde de pendaison. Et l'autre nommée patrie alternative, que nous imaginons corde de pendaison, mais qui en fait est une de sauvetage. Celui d'entre nous qui parvient à danser sur les 2 cordes réussira. Peut-être que mon ami attendra longtemps avant de prendre la décision de partir. Mais s'il le fait, il ne le regrettera jamais, comme moi. Est-ce un aveu? Absolument. Je ne regrette pas l'immigration, même avec le lot de souffrance qui vient avec. Mais j'ai dit avant que j'ai un privilège quand même. J'ai le privilège d'avoir cette double nationalité. Je ne crois pas que tout le monde aurait les mêmes privilèges. Et donc je profite de ce privilège pour retourner en Égypte, pour même construire des choses en Égypte. Pendant la révolution du 25 janvier, par exemple, j'avais lancé toute une initiative pour la laïcité en Égypte. C'est mon optimisme qui parlait à cette époque, donc je suis
Je suis rentrée en Égypte pour la Révolution, j'ai passé des mois en Égypte pour être dans la rue avec les gens. Donc je ne renonce jamais à certaines idées, à certains principes qui me sont très chers. Mais en même temps, je crois que quand il faut partir, si on peut partir, il faut partir. Parce qu'il y a des atmosphères où on ne peut pas progresser dans la vie. Si on est chercheur, si on est par exemple écrivain et qu'on vit sur cette liberté, et qu'on réclame, qu'on veut cette liberté, et qu'on ne la trouve pas chez soi, il faut quitter ce chez soi et aller ailleurs. Si on a cette chance, c'est une belle chance. Alors je ne le regrette jamais d'avoir pris cette décision. L'Égypte, c'est mon pays, j'adore l'Égypte, je rentre, je passe des mois et des mois en Égypte, je suis en contact tout le temps avec mes collègues, avec mes amis, avec les gens, avec le public, à travers l'écriture en arabe, mais je sais que l'Égypte n'est pas un pays de liberté, donc voilà. Dans le chapitre intitulé « Comme les oiseaux », je cite toujours, mon expérience de l'expatriation n'est pas encore achevée, mais je me suis débarrassée de la souffrance qui l'accompagne par l'écriture. Le retour n'est plus possible, plus maintenant. Je ne me sens pas encore ancrée, mais le lieu n'a plus le même impact douloureux qu'il a eu sur moi durant 11 ans. À la fin de la 12e année d'immigration, je cesserai d'en parler. Je vivrai avec l'idée que c'est une migration nomade, comme celle des Bédouins ou des canards sauvages. L'écriture est pour vous une arme salvatrice? Absolument. C'est ce qui me sauve à tout bout de chemin. C'est vraiment... Je ne veux pas dire l'écriture de l'aveu, de l'intimisme, de la confession, etc. Parce que ça dégrade l'écriture. C'est vraiment l'exercice lui-même, l'exercice de l'écriture, la pratique, le moment de l'écriture. Ce sont des moments de bonheur absolu pour moi. Et c'est pourquoi je me réclame de cette pratique-là. C'est ma première identité, d'être romancière et écrivaine. Mais en même temps, je sais qu'il y a des limites à tout. Hein. Je suis un être humain et j'ai des besoins. Mais un de mes besoins, c'est de vraiment m'assurer que je peux toujours rentrer en Égypte. Et dernièrement, quand j'ai décidé de m'installer à mi-temps en Égypte, l'hiver canadien, évidemment, il faut absolument l'éviter. Vous pouvez immigrer au Canada, mais vous pouvez passer 23 ans au Canada, comme moi, et ne pas vraiment... C'est tough, comme on dit en bon québécois. Donc, j'essaie de diviser l'année en deux et j'ai décidé donc, comme les oiseaux, d'immigrer avec les saisons. Et donc, l'hiver, je le passerai en Égypte dorénavant et puis le reste de l'année au Canada. Et heureusement que l'enseignement se fait en ligne maintenant, un autre privilège qu'on a comme professeur. Et donc, je crois que ça va être un va-et-vient comme ça, oui, pour les prochaines années au moins. Dans votre dernier chapitre, Nomadisme, une petite citation avec laquelle vous ouvrez votre chapitre. Il y a dans l'immigration un avant et un après selon Gilles Deleuze. Pouvez-vous nous dresser une petite comparaison entre cet avant et cet après? 98, j'avais 33 ans. Donc toute mon enfance, toute ma jeunesse, toute ma carrière avait déjà commencé en Égypte et c'était très difficile de m'intégrer. Et je sens cette distance quand je le compare avec mes deux fils qui sont partis très jeunes et qui donc sont devenus aisément canadiens, alors que pour moi c'était une sorte de lutte. Mais il faut rappeler aussi que ce livre a été écrit en 2009 en arabe, publié en 2009. Donc les choses ont changé aussi après la Révolution. Il y a un avant et un après 2011 pour moi. Alors l'avant de 2009, c'était vraiment l'étape de l'intégration, de la recherche de soi. Étant donné que je me définis toujours comme romancière, écrire en arabe et être écrivain arabophone au Canada est presque un grand défi, c'est rare. Et quand je suis invitée, je le dis quelque part dans Ceci n'est pas un paradis, quand j'étais invitée à parler en tant qu'écrivaine, les questions qu'on me posait ne sortaient pas d'un certain nombre de clichés et de stéréotypes. Comment ça se fait que vous êtes musulmane et vous n'êtes pas voilée? Est-ce que vous êtes battue par votre mari? Ce genre de truc, c'est terrible, le genre de stéréotypes que les gens me sortaient. Et je me souviens, la première année de mon immigration, en fait, j'étais dans le bus avec mon fils, sur les genoux, et un monsieur assis à côté de moi, d'un certain âge, dans sa soixantaine, 65,
Il me dit, vous êtes d'où? On pose cette question régulièrement au Canada. Je dis d'Égypte, et là il me dit, Égypte, c'est l'Iran? Donc c'était, non, d'ailleurs, c'est même pas la même langue. En tout cas, donc je commence à dire les pyramides, les pharaons, même ça. Donc le Canada est assez loin du monde arabe, et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une reconnaissance réelle de l'apport des Arabes.